Mathieu Hong, j'ai 27 ans et je suis handballeur professionnel au PAUC Handball depuis maintenant 9 ans, ça va être ma 9e saison. C'est un parcours tout tracé, je suis tombé dedans étant petit avec la famille 100% sportive, mère handballeuse, père handballeur, sœur volleyeuse professionnelle et frère handballeur professionnel. Je suis le petit dernier de la famille donc je pouvais que tomber là-dedans. Donc ouais, ça s'est fait un petit peu tout seul. Sans vraiment rêver de faire ça, j'y suis venu naturellement. J'ai fait sport-études, j'ai fait le centre de formation et voilà, ça s'est fait comme ça par plaisir quoi. Commencer d'abord à la maison dans le cadre d'une porte avec mon frère et mon père. On faisait un petit jeu de la chaussette, ça s'appelle, c'est des petits pénaltys pour rigoler. Et ça s'est fait aussi pendant les matchs de l'AUC à l'époque quand mon frère jouait. Ou à la mi-temps, j'allais sur le terrain avec un copain, j'allais jouer dans la cage. Et dès que j'ai pu passer en club, mes parents ils m'ont dit vas-y, j'étais déjà hyper actif à l'époque, ils m'ont dit vas-y, va t'entraîner. À cette époque-là, je faisais handball, tennis et judo en même temps, parce qu'il fallait me canaliser, j'ai trop d'énergie à revendre. Et puis à un moment donné, il fallait choisir. Je choisis le hand, parce que voilà, c'est sport co, il faut être avec les copains, j'adore ça. Et puis même parce que je pense que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Suite à ça, j'ai fait la plupart des catégories jeunes à Aix jusqu'au moins de 16. À partir des moins de 16, là, il commence à y avoir un petit peu des sélections régionales et départementales. Et après, il y a ce qu'on appelle la sport-études, le pôle espoir. Là, j'ai pu l'intégrer, le pôle espoir, qui était à l'époque à Istres. Donc, je suis parti de la maison pendant 3 ans. 3 ans de pôle espoir à Istres. Et suite à ça, il y a encore l'étape supérieure, c'est le centre de formation. Les centres de formation, je l'ai fait à Nantes pendant 2 ans. Pareil, là, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il fallait un peu partir du cocon familial. Istres, c'était encore un peu à la maison, mais Nantes, c'est quand même pas à côté. Et puis le temps, la pluie, tout ça, c'est pas pareil, c'est quand même pas le sud. Et puis voilà, suite à ça, je suis revenu en 2012 à Aix où j'ai signé mon premier contrat pro et voilà, depuis, je suis toujours ici. C'est un peu le parcours, l'évolution que j'ai eu quoi. C'est génial, hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux de mieux quoi? Tu vis de ta passion. Franchement, c'est génial. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où quand tu rentres dans ton bureau, on t'applaudit. Hein. Je sais pas si. Non, non, mais vraiment, c'est super. C'est que du plaisir. Tu es avec les copains. J'ai pas l'impression de faire du travail en fait. J'ai l'impression de tous les matins, je me lève, je vais être avec les potes, je vais rigoler, je vais jouer au ballon. Il n'y a quand même pas beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, ça me correspond parfaitement. C'est du plaisir tous les jours. Et tous les jours, je suis conscient de la chance que j'ai de faire ce métier parce que les places sont chères, il n'y en a pas beaucoup. Et la concurrence, on est dans un championnat qui est très réputé maintenant. La Lidl Star League, c'est un beau championnat. Donc je sais que j'ai de la chance de jouer dans ce championnat et dans cette équipe. Donc voilà, après, c'est aussi difficile parce que c'est toujours de la remise en question. Parce qu'une blessure, parce que n'importe quel autre incident de la vie, ben, ça peut être stop, ça peut être fin de carrière. Et voilà, à 25 ans, tu peux te retrouver sans rien comme ça. Donc je pense qu'il faut profiter tous les jours. Tous les jours, il faut profiter de l'instant présent, profiter du bonheur que c'est de pouvoir faire ça. Et voilà, je sais que dans cette équipe, on a déjà eu des événements qui nous ont fait nous rendre compte de cette importance. On a eu un gardien il y a 2 ans qui a fait un AVC à l'entraînement sur le terrain comme ça, et c'était un moment mais terrible. Et voilà, il est toujours là, il s'en est sorti, et c'est un miracle. Et on se rend compte vraiment que voilà, la vie, ça tient sur des petits moments comme ça, des petits trucs improbables. Mais voilà, malheureusement, il a dû arrêter sa carrière. Et là, il est toujours avec nous, il s'occupe de nos gardiens. Heureusement qu'il est là. Mais c'est des trucs de la vie qui peuvent te tomber dessus. Et voilà, il faut vraiment se rendre compte de cette chance et de profiter tous les jours, quoi. C'est de la performance, en fait. Ce métier-là, on est jugé sur notre performance. Il y a forcément des niveaux de performance qui varient en fonction de notre état de forme. La performance, elle est jamais linéaire. Il y a toujours des moments où tu es bon, des moments où tu es moins bon. Il faut essayer de limiter les moments où tu es le moins bon, essayer de garder un niveau minimum. C'est le plus dur, de pouvoir être régulier. Ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend avec l'expérience. On peut être aussi suivi. Moi, je sais que je fais aussi un suivi de préparation mentale. Je pense que c'est très important aussi pour les sportifs de haut niveau maintenant. Et ouais, c'est de la remise en question. Ça passe aussi par l'entourage. Je sais que mes parents ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont toujours remis en place, ils m'ont toujours dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils m'ont jamais mis de pression, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi pour ça, pour me construire. Parce que je pense que c'est aussi un peu l'école de la vie, le sport.
Donc voilà, la performance c'est très important, mais je pense aussi que ça passe par le plaisir. Sans plaisir, il n'y a pas de performance. Je peux être quasiment sûr de ce que j'avance. Les moments où j'ai été le moins performant dans ma carrière, c'est les moments où ben, j'avais une baisse de morale, où ben, il y avait forcément moins de plaisir à l'entraînement. À partir du moment où tu arrives à reculons, c'est fini. Je pense qu'il faut arrêter. La face immergée de l'iceberg, ouais, même la plus grosse partie du job, hein. C'est le travail entre guillemets de l'ombre. C'est ouais, quand c'est juillet, août, où les gens sont en vacances à la plage, et ben toi, il faut que tu t'entraînes, tu dois aller courir dehors, tu dois aller transpirer, il faut se faire mal. Il faut aimer se faire mal dans ce métier parce qu'il faut souffrir il faut atteindre ses limites pour pouvoir les dépasser. Après, moi, ça m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours connu ça. Donc, je pourrais pas te dire que ça me déplaît, je pourrais pas te dire que j'aime pas me faire mal parce que ça me plaît. J'ai connu que ça. Donc j'adore ça, mais c'est vrai que ça peut déranger à la longue. Au bout d'un certain nombre d'années, on peut, au bout d'un moment, se dire, ah, peut-être pas faire l'effort supplémentaire pour progresser, mais je pense que pour performer tout le temps, il faut toujours avoir cette faim, cette soif. D'ailleurs, les plus grands sportifs, c'est ceux qui se remettent tout le temps en question et qui, quel que soit le moment de leur carrière, ils se poussent et ils essayent d'aller chercher cette limite pour pouvoir progresser et sortir de sa zone de confort. C'est ça le danger, c'est de rester dans cette zone-là et de stagner. Donc ouais, c'est une partie qui est un peu méconnue du sport. Il y a aussi cette pression, tu en as parlé tout à l'heure, cette pression mentale qui est que bah, c'est des métiers un petit peu précaires. On est avec des contrats et que forcément, si la performance n'y est pas, et ben, on va passer à autre chose, hein. Il n'y a pas trop de sentiments dans ce métier, voire même pas du tout. C'est la loi du sport, c'est la règle du jeu. S'il y en a un qui est meilleur, et ben, c'est lui qui va prendre ta place. Donc c'est un sport collectif, mais aussi un petit peu individuel dans le sens où ben, c'est ta performance qui compte. Et il faut que ta performance, elle aide le groupe et elle soit au service du collectif. Il ne faut pas que cette performance, elle soit vraiment que pour toi. Ça rime à rien. Mais il faut que ta performance, elle soit imbriquée dans une force collective qui te permet de pouvoir ben, atteindre des bons résultats. Ouais, c'est complètement ça, sport individuel. Moi, je m'énervais, je cassais ma raquette. C'est n'importe quoi. Non, non, j'ai besoin d'être avec les copains, j'ai besoin d'avoir le contact de mes coéquipiers. C'est ce qui me donne envie d'aller à l'entraînement, hein. Il y a forcément des moments où ben, toi, tu es moins performant. Je sais pas, la veille, tu as raté 3 shoots, tu t'es fait un peu engueuler par le coach. Ok, mais tu as les copains. Tu as tes potes qui sont là, tu partages des bons moments dans le vestiaire, avant, après l'entraînement. Quand tu as un coup de moins bien, ben, dans un sport collectif, tu as le mec qui est à côté de toi, ben, il va dire allez, mon pote, oh, bouge-toi, il faut se réveiller. Et c'est ça la beauté du truc, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que je ne peux pas trouver dans un sport individuel. Parce que quand tu es sur le terrain, c'est ça aussi qui fait la beauté des sports individuels. C'est que ces mecs-là, ils sont très très forts mentalement. Parce que quand ils sont dans le dur, ils sont tout seuls sur le terrain, quoi. Il faut se relever comme un grand et se dire waouh, et là, chapeau. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir mes coéquipiers et j'aime bien aussi quand j'ai un coéquipier qui est un peu en galère, et ben, essayer de lui apporter un peu de confiance, un peu de. Allez, c'est ça qui fait le truc. Honnêtement, j'ai pas vraiment les mots, mais je sais que ça correspond parfaitement à mon caractère et je changerai jamais pour un sport individuel. C'est impossible. Et moi, je suis ailier gauche. Je suis celui qui est censé un petit peu finir les actions parce qu'on a un positionnement qui est plus dans l'écartement sur le terrain. Et notre rôle principal, c'est de finir les actions, donc de marquer les buts, entre guillemets, et de partir vite en contre-attaque. Bon, ça se résume pas qu'à ça, hein, mais si je te fais un schéma. Et je suis aussi tireur de penalty dans l'équipe, donc c'est particulier, c'est un exercice qui est vraiment particulier, qui est, moi je te dirais, 80% mental et 20% de physique. C'est vraiment un duel entre tireur et gardien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos. Les gardiens font beaucoup de travail sur les joueurs. Tu es analysé après chaque shoot, après chaque penalty. On a une plateforme en fait en ligne où tous les clubs peuvent aller regarder et ils peuvent avoir le découpage de chaque joueur, de chaque shoot sur tous les matchs de la saison. Donc on est scruté vraiment. Ils vont regarder où est-ce que tu mets ton pied, le langage corporel. Quand je vais de tel côté, il va aller là. Donc c'est vraiment, je sais que tu sais que tu sais que voilà. Et du coup, ça devient vraiment un jeu mental. Et moi, j'adore ça. Ça me plaît. Et j'espère progresser encore dans ce milieu-là. Mais c'est vraiment ce duel tireur-gardien qui me passionne, quoi. J'adore ça. C'est vraiment encore un exercice à part dans le handball. C'est ça qui est aussi
qui est aussi important, c'est savoir gérer l'euphorie quand tout va bien, on a ce sentiment un peu de plénitude où plus rien peut nous arriver, n'importe quel shoot on va prendre, on va marquer. Ça arrive pas souvent, il faut pas trop s'enflammer. Ça c'est le rôle des coéquipiers, mais en général ça arrive pas souvent. Et par contre quand il y a un échec, c'est vrai, il faut gommer. Moi j'essaye à partir du moment où il y a un échec, au moment où je rate le shoot, je swap. Je passe à autre chose complètement, c'est fini. Il reste toujours une petite trace, c'est très dur de dire, enfin, c'est très rare les joueurs qui se disent j'ai raté, j'ai zéro incidence. Il y a toujours un petit quelque chose. Mais le but du jeu, c'est de vraiment, quand il y a un échec, le gommer et passer au truc d'après, quoi. Donc c'est sûr que sur le penalty, c'est encore plus important parce que c'est un moment qui est arrêté un petit peu. C'est En général, quand il y a la faute qui est sifflée, on a 4-5 secondes pour se rendre compte qu'on va tirer le penalty, donc on commence déjà à réfléchir. Il ne faut pas cogiter. Moi, j'ai un petit rituel, c'est que je prends 3-4 petites inspirations, je ferme les yeux vraiment, je me mets dans ma bulle. Et ce petit travail un petit peu de respiration, ça me permet de évacuer le stress. Et quand j'arrive sur la ligne des 7 mètres, il n'y a pas de stress, il y a de la concentration, quoi. Et c'est ça cet instant-là, je pense que cet instant-là qui est très important sur penalty, c'est d'avoir la concentration maximum sans être trop impacté par l'aspect extérieur. Parce que là c'est pas le cas cette année, mais quand il y a beaucoup de public, il peut y avoir une pression où ça siffle, ça fait beaucoup de bruit, ça crie, et ben cette petite bulle elle te permet tu swaps tout, il y a le gardien, toi, le ballon et le 7 mètres, et c'est tout. Et ça c'est ça moi c'est ça que j'adore. Et après c'est particulier parce que je me rends compte quand je regarde des vidéos après, que la façon dont j'ai vécu le penalty, c'est pas du tout c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait. Ça qui est incroyable. Ça, quand tu te vois avec du recul, je fais pas mal de visualisation mentale où je me vois tirer des penalties pour essayer d'automatiser mon cerveau et d'automatiser des gestes parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Et je me rends compte que j'ai fait un geste de manière quasiment automatique, quoi. C'est cette petite concentration et cette bulle qui m'a fait faire le truc tout seul. Et je me dis, putain, si j'essaie de revoir l'image, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça, quoi. Mais moi, je trouve ça cool, je trouve ça génial. C'est un peu la force du cerveau et tout, et c'est un peu la beauté du sport, quoi. Je kiffe. En fait, j'essaie de cloisonner. C'est-à-dire, quand j'étais un peu plus jeune dans ma carrière, c'était compliqué. C'est-à-dire que j'avais fait un entraînement de merde, je rentrais à la maison, j'étais énervé parce que j'avais fait un entraînement de merde. J'ai fait un match de merde, je rentre, je suis énervé. Là, je pense que j'ai progressé sur ça où je cloisonne. C'est vraiment la sphère privée et la sphère professionnelle. C'est-à-dire, même si ça s'est mal passé à l'entraînement, j'ai pas envie que quand je rentre chez moi, ça déteigne sur ma copine. Bon, forcément, des fois, si elle regarde ça, elle va le savoir. Elle sait qu'il y a quand même quelque chose. Mais je veux pas que le privé impacte le perso. Et je pense que c'est important de faire cette sphère-là. Bien sûr, il y a des trucs qui me servent ailleurs, hein. Une connerie, par exemple, je suis allé passer le permis moto, et je me suis fait cette étape de mentalisation où je me suis vu le truc, j'ai respiré, et machin. Ça te sert, il y a plein de choses qui peuvent te servir après. Mais je pense qu'il faut pas que ça t'impacte trop non plus. Il faut savoir séparer. Autrement, si c'est tout qui est mélangé, c'est un bordel sans nom, quoi. Imagine, dès que tu rates un shoot ou dès que tu es énervé à l'entraînement, tu rentres, c'est le bordel à la maison. Hein, comment tu fais? J'ai pas vu comme ça. Non, mais ouais, il y a des choses que tu peux récupérer, que tu peux utiliser du perso vers le privé, mais autant que possible, il faut cloisonner quand même, je pense. De par le métier de mon père qui est agent, j'étais en contact avec beaucoup de joueurs et j'étais souvent dans les gymnases. Donc en fait, cette vie-là, elle me paraissait pas vraiment étrangère. Puis mon frère, elle a commencé aussi quand j'étais plus jeune à être pro, ma sœur était pro volley, donc ça me paraissait. Cette vie-là, pour moi, c'est la vie normale. Et la vie professionnelle classique, métro, boulot, dodo, ça pour moi, c'est l'inconnu. Donc cette vie de sportif, pour moi, c'est la normalité. Et par contre, si tu me dis qu'est-ce que c'est la vie d'un salarié dans une boîte classique, là, je peux pas te répondre parce que j'ai jamais connu ça. Donc c'est pour ça que je te dis que ça s'est fait. Mon parcours, il s'est fait presque naturellement dans le sens où il y avait que le sport. J'ai fait des études bien sûr à côté. J'ai fait un BTS de management, mais je me suis jamais vu bosser dans une boîte, quoi. Jamais, à aucun moment, aucun moment. Donc ouais, le sport, c'est ma normalité entre guillemets. Moi, je pense que je serais allé voir un prépa mental plus tôt, parce qu'il y a des moments dans ma carrière où je me suis pris la tête pour pas grand-chose, et que si j'avais réussi à mettre des mots sur ces choses-là, eh ben, j'aurais été libéré plus rapidement. Et je pense que j'aurais pris encore plus de plaisir que ce que je n'en ai pris. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans ma carrière où c'était compliqué, où voilà, les performances n'étaient pas là et je me prenais le chou, etc.
si j'avais réussi à ce moment-là à jouer libéré et à faire tout simplement ce que je sais faire, eh ben, ça aurait pas été pareil et je me serais vraiment beaucoup moins compliqué la vie. Donc ouais, si je pouvais dire quelque chose au Mathieu de l'époque, c'est continue dans la voie parce que ça va fonctionner, tu vas prendre du plaisir, mais néglige pas la partie mentale, franchement, important. Alors que il y a 10 ans, tu m'aurais dit va voir un psy ou va voir un préparateur mental, je t'aurais dit pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais non, non, c'est très très important, hein. C'est très 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 important et ça te permet de te libérer tout simplement, d'avoir l'esprit tranquille, et puis de progresser. Je pense que enfin, le pouvoir du cerveau, enfin, on commence à peine à le découvrir, c'est incroyable ce qui te fait faire le cerveau. C'est incroyable, donc pourquoi pas essayer de l'utiliser quoi? Pourquoi pas essayer de progresser à ce niveau-là? Ouais, c'est difficile à décrire, ben, ça va dans les deux sens. Tu as des moments de joie extrême et des moments de déception extrême. Et ben, les moments de joie extrême, c'est ben, t'es soulagé, t'es content, t'es fier, tu profites avec un groupe, c'est indescriptible. C'est une joie que tu peux partager avec tout le monde, encore plus quand il y a du public, donc tu peux communier. Enfin, c'est très difficile à décrire, tellement c'est kiffant quoi, ces moments. Tu fais du sport pour ces moments-là quoi. Et le revers de la médaille, c'est ben, tu as aussi des moments un petit peu plus compliqués, et là, ben, faut savoir se relever. Mais moi, je me souviens d'avoir eu des trucs où j'ai raté un penalty important, et putain, je suis miné, je rentre chez moi, je suis dégoûté, limite j'ai envie de me cacher. Enfin, c'est horrible ces moments-là. Et justement, ben, tu progresses pour éviter ces moments-là et maximiser les moments de plénitude. Et les moments de plénitude, il faut en profiter parce que ça dure pas longtemps. Et il faut savoir en profiter, mais vite passer aussi, passer à autre chose, quoi. Parce que tu peux pas rester sur ces instants-là, ils sont généralement courts, et tu peux pas bloquer sur ça sans que ça impacte la performance d'après, quoi. Je pense qu'il faut savoir tourner la page et se dire, ok, ça c'est fait, c'était très bien. Garder ce sentiment dans la tête de plénitude et de sentiment où je suis au top, et essayer de le reproduire et de tout faire pour que ça se reproduise le plus rapidement possible, quoi. Mais ouais, c'est sûr que c'est indescriptible. L'arène pleine et tout, c'est ouf. Ouais, c'est possible, hein. Une adrénaline, un certain. Ouais, mais même cette petite pression, ça te donne quelque chose, quoi. Ça te, ça te pousse un peu plus. Et c'est vrai que ouais, je pourrais pas me passer de ça. Et là, on le sent cette saison où il n'y a pas de public. Là, on se rend compte que le public, bah, c'est vraiment le 13e homme, quoi. C'est un supplément d'âme, ça te donne vraiment quelque chose. Mais même sans ce public, on peut arriver à cet état-là. C'est juste il sera moins sublimé. Mais ouais, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une drogue, hein. Donc celle-là, elle est autorisée. D'inciter vraiment les jeunes à faire du sport, parce que je pense que c'est. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'a sauvé, c'est pas vrai, parce que j'ai pas été. Mais j'étais un enfant vraiment très, très hyperactif, et ce sport, ça m'a canalisé, ça m'a donné un but, une voie. Et même si je peux pas dire faites du sport à très haut niveau, ça va vous faire du bien au corps, c'est pas vrai, parce que le sport à très très haut niveau, ça use le corps. Mais faites du sport parce que ça vous rend quand même meilleur, j'ai envie de dire. Parce que ça permet d'évacuer parfois le stress du boulot, parfois de soigner des douleurs de dos, par exemple. Donc moi, je pense que oh, donnez-vous les moyens de vos ambitions si vous voulez être sportif professionnel. Mais autrement, prenez vraiment du plaisir à faire du sport parce que c'est très important. Il y a un bagage technique, tu l'as ou tu l'as pas, tu peux progresser. Mais à un moment donné, ben, tu vois, par exemple, ce joueur-là, Gabriel Lech, c'est le mec qui a une hargne, le plus de hargne et de grinta que je connaisse. C'est le mec, il est là, il dit putain, mais il va jamais lâcher quoi. C'est un petit roquet, tu vois, c'est un petit bulldog, il s'accroche à ta cheville, il va jamais lâcher. Et pour ça, franchement, j'ai un respect énorme par rapport à ça, parce que quel que soit il fait beau, il fait moche, l'entraînement, il est dans une salle pourrie, machin, lui, le mec, il va être là, il va être à fond à 100%. Et pour moi, c'est un modèle de combativité et d'envie, quoi. Et je pense que pour réussir, il y a une partie physique, une partie technique, une partie mentale, et si tu as une grosse partie mentale, eh ben, tu t'arrives à gommer tout le reste, quoi. Il n'y a pas que ça, mais ça te permet d'aller vraiment beaucoup plus loin, quoi.